bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence portant sur le cours de recherche opérationnelle. Je vous rappelle qu'on est toujours au niveau du second chapitre qui porte sur la programmation linéaire, le cas général à plusieurs variables. Dans la séquence précédente, nous avons eu l'occasion de revenir sur la résolution de ces problèmes en utilisant la technique du simplex, mais selon une approche purement algébrique. Aujourd'hui, nous allons reprendre donc cette même technique, mais on va voir comment la dérouler moyennant une démarche beaucoup plus pratique basée sur une succession de tableaux qui vont permettre donc de déterminer la solution optimale de ces problèmes. Je rappelle que l'algorithme du simplex est un algorithme itératif qui nous permet de déterminer la solution optimale d'un programme linéaire moyennant une succession de solutions intermédiaires. La démarche, je le rappelle, consiste à amorcer les itérations de cette méthode moyennant une solution dite solution de base réalisable initiale et moyennant des critères d'optimisation de passer d'une itération à une autre tout en améliorant la valeur de l'objectif. Donc je vais reprendre l'exemple précédent, exemple à deux variables, considéré sous sa forme standard, qui, je rappelle, est la forme où le système de contraintes est traduit sous forme d'équation moyennant l'introduction d'un certain nombre de variables d'écart ici, par exemple E1, E2, E3 dans notre exemple. Et rappelez-vous que on avait montré comment déterminer une solution de base de départ immédiate ou triviale si vous voulez, et qui en général correspond tout simplement au point origine, que ce soit du plan, que ce soit, si vous voulez, aussi de l'espace de travail. Donc, dans notre cas, la solution initiale, c'était la solution correspondant à annuler les variables x et y. Alors, quand on annule les variables x, y, d'après le système, on voit bien que les variables d'écart reçoivent les seconds membres du système. Alors, cette solution, on avait aussi explicité comment on peut la décomposer en deux types de variables. Des variables dites de base qui sont non nulles. Ici, ce sont les variables d'écart, E1, E2, E3. Et les autres variables nulles, en l'occurrence ici x et y, qui sont dites des variables hors base. La fonction objectif est nulle pour cette solution. Et donc, évidemment, on avait dit que c'était une solution qui n'est pas du tout optimale. Et donc, toute la question est comment donc déterminer la solution optimale à partir de cette solution de base initiale. Alors, rappelez-vous, au niveau de la méthode algébrique, on avait détaillé pas à pas les différentes étapes et on avait vu à chaque fois comment améliorer l'objectif. Alors, cette amélioration, rappelez-vous, se faisait moyennant tout simplement le fait de faire passer une variable hors base de sa valeur nulle, donc vers une valeur qui est strictement positive. Chose qui se traduit par l'annulation d'une variable de base. Et on avait parlé de la notion de variable entrante, variable sortante, et ce qui nous permet donc par ce procédé
de traduire une solution en une nouvelle solution, mais avec une amélioration nette de l'objectif. Donc ces démarches-là, on va voir comment les traduire moyennant cette nouvelle approche basée sur la notion de tableau simplex, des tableaux qui correspondent tout simplement à des matrices. Donc on va voir comment construire le premier tableau et ensuite comment transformer ce tableau en un nouveau tableau qui va correspondre à une nouvelle solution améliorante et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la solution optimale. Alors, comment construire le premier tableau? Alors voilà le premier tableau qui correspond à notre solution de base réalisable initiale. Alors commentons un peu ce tableau. Bon, je rappelle quand même que au niveau de la littérature, vous trouverez des fois une variété de présentations de ces tableaux. Donc, en particulier, moi, j'ai retenu une présentation qui m'a paru la plus intuitive et donc la plus simple à comprendre. Et donc, qui consiste d'abord à placer en première ligne toutes les variables du problème. Donc, on voit bien ici les variables x, y qui sont les variables de décision et les variables d'écart E1, E2, E3. Donc, on met toutes les variables au niveau de la première ligne. Au niveau de la première colonne, on situera surtout les variables de base. Les variables de base, en l'occurrence pour nous, c'est les variables d'écart E1, E2, E3. Au niveau de la dernière colonne que j'ai intitulée R, la colonne R, que contient cette colonne? Elle contient tout simplement les valeurs du second membre, des contraintes, au niveau du premier tableau. Donc on voit bien ici les seconds membres de notre problème 1320, 350 et 900 qui ne sont autres que, comme on l'a vu, les valeurs des variables de base, ici les variables d'écart. Au niveau de la dernière ligne, on voit ici une ligne que j'ai intitulée Z, donc c'est la ligne de l'objectif, et que comporte cette ligne? Ben, tout simplement les coefficients économiques respectivement aux variables qui sont au-dessus, donc 100 pour X, 120 pour Y. Évidemment, pour les variables d'écart, c'est des valeurs nulles. Les variables d'écart, c'est juste des variables qu'on a introduites, évidemment, pour transformer les inégalités en égalités. Alors, une dernière case, ici, ici, on va mettre tout simplement la valeur de l'objectif à chaque fois, c'est-à-dire la valeur qui correspond à l'expression grand Z. Alors là, j'ai mis valeur de moins Z, on va voir pourquoi, au fur et à mesure. Voilà donc comment on constitue les tableaux simplex et donc tous les tableaux évidemment auront cette expression. Donc aussi rappelons que chaque tableau correspond forcément à une solution de base. Donc ici c'est notre premier tableau, c'est le tableau qui correspond à notre solution initiale. Maintenant comment transformer ce tableau? Comment transformer le tableau de telle façon à ce que la valeur de Z qui est actuellement égale à 0 s'améliore, donc passe à une valeur plus intéressante. Donc pour ce faire, toutes les démarches algébriques qu'on a effectuées dans la dernière séquence, on va voir comment les résumer moyennant tout simplement deux critères que j'appelle ici les critères de Dantzig. Rappelez-vous j'allais dire l'inventeur donc de cette technique du simplex, et ces deux critères vont tout simplement nous permettre de choisir ce qu'on avait appelé, rappelez-vous, la variable entrante et la variable sortante. La variable entrante qui permet d'améliorer donc la valeur de l'objectif et évidemment la valeur sortante, la valeur qui va en quelque sorte libérer la place à cette nouvelle variable entrante. Donc le premier critère, c'est le critère du choix ou de calcul de la variable entrante. Donc selon ce premier critère, on va tout simplement sélectionner au niveau de la fonction Z la variable hors base, je dis bien hors base, qui sera affectée du coefficient positif le plus élevé. Dans notre cas, je vous rappelle, notre expression de Z, c'était 100x plus 120y. Donc, on voit bien que selon ce critère,
nous avons intérêt à sélectionner la variable y, parce qu'il est de coefficient 120, alors que x, il n'est que de coefficient 100, et on avait dit pourquoi ce choix, parce que notre objectif, c'est d'augmenter la valeur de l'objectif. Évidemment, il vaut mieux choisir la variable de plus grand coefficient que l'autre variable. Ensuite, on a dit, rappelez-vous aussi dans la démarche algébrique, quand on avait sélectionné une variable entrante et qu'on avait cherché la valeur maximale qu'on voulait affecter à cette variable, donc le procédé par lequel on trouvait cette valeur maximale de la variable, et une fois qu'on remplace cette valeur dans les équations du système, et se produisait de manière automatique une annulation d'une variable de base, qui devient une variable hors base et qu'on appelle la variable sortante. Alors, tout cet ensemble de calculs peut se résumer en un critère simple, le critère de détermination de la variable sortante. Alors, c'est le deuxième critère de Dantzig, alors qui nous dit la chose suivante. On va voir que c'est très simple au niveau du tableau. Il suffit d'établir les rapports des seconds membres des contraintes, c'est-à-dire les valeurs qui se trouvent sur la dernière colonne du tableau, au coefficient correspondant de la variable entrante. Ici, c'est la variable y, c'est notre variable entrante, et on s'intéresse surtout au rapport positif le plus petit. Donc, on ne s'intéresse qu'au rapport fini positif, et la variable sortante sera la variable de plus petit rapport positif. Alors, appliquons ces deux critères au niveau donc de notre premier tableau. Alors, voilà notre premier tableau. Je le reprends ici. Donc, d'abord, le choix de la variable entrante. La variable entrante, on a dit, c'est la variable correspondant au plus grand coefficient au niveau de la ligne Z, coefficient de la fonction économique. Or, ce coefficient, correspond bien à la variable Y. Donc, la variable entrante, ici, c'est la variable Y. Maintenant, comment calculer la variable sortante parmi les trois variables d'écart E1, E2, E3? On va établir le rapport, les rapports successifs entre la colonne que j'ai intitulée R et entre la colonne des coefficients de la variable entrante. Donc ici, la colonne 3, 1, 3. Ce qu'on a résumé ici, donc 1320 divisé par 3, 350 divisé par 1 et 900 divisé par 3. Les trois rapports ici sont des rapports finis positifs, 440, 350, 300. Donc le minimum, on va retenir le minimum. La variable qui correspond à ce rapport minimum n'est autre que la variable E3. Donc la variable E3 sera la variable sortante, dans notre cas donc, dans cette première itération du simplex. Alors maintenant, si on regarde l'intersection de la colonne, de la variable entrante et de la ligne de la variable sortante, évidemment cette intersection est toujours constituée d'un élément, d'une valeur, d'un nombre. Ici, c'est le nombre 3. Alors, cet élément-là, c'est ce qu'on appelle le pivot. Donc, le pivot, c'est l'intersection toujours de la colonne de la variable entrante et de la ligne de la variable sortante. Et si on l'a appelé pivot, c'est pas par hasard, c'est que sa ligne va nous servir comme ligne de ce qu'on appelle le pivotage, c'est-à-dire l'opération qui consiste à transformer ce tableau en un nouveau tableau qui va correspondre à une nouvelle solution qui va améliorer la valeur de l'objectif. Alors, pour faire ces calculs de transformation, on va tout simplement utiliser des opérations classiques sur les lignes, des opérations que vous avez étudiées au niveau du calcul matriciel, ce qu'on appelle les opérations ou les manipulations élémentaires suivant les lignes d'une matrice. Donc, je vais intituler pour l'instant, par exemple, les 4 lignes de mon tableau L1, L2, L3 et L4, et on va voir comment justement transformer ce tableau en un nouveau tableau plus intéressant. Alors cette transformation consiste tout simplement à transformer la colonne du pivot
c'est-à-dire de la variable entrante, en une colonne unité. Hein? Regardez, les variables, par exemple, actuellement de base, sont des variables E1, E2, 3. Toutes leurs colonnes sont des colonnes unités. Y, qui va devenir une variable de base, sa colonne aussi doit devenir une colonne unité. Donc, la transformation de tableau se fera ainsi. Y va se substituer à E3 et la colonne du tableau doit devenir une colonne unité, c'est-à-dire une colonne où il va y avoir que des zéros, sauf à l'intersection, je dirais avec elle-même, où ça doit être égal à 1. Donc, c'est-à-dire au niveau du pivot. Donc, on voit déjà que le pivot doit devenir égal à 1 si jamais il n'est pas égal à 1. Alors, les opérations du pivotage qu'on va utiliser pour transformer le tableau peuvent être donc faites selon ces deux opérations. Alors d'abord, comme je viens de le dire, si le pivot est différent de 1, on va diviser toute la ligne par ce nombre. Par exemple, dans notre cas, on va diviser donc toute la ligne du pivot 3 par 2, donc 2 par 3, 3 par 3, 0 par 3, 1 par 3 et 900 par 3. Donc ça va nous donner forcément un 1 au niveau de 3. La deuxième opération, c'est comment transformer les autres éléments qui sont sur la colonne du pivot en une colonne unité. Donc pour ce faire, on va tout simplement utiliser des opérations élémentaires suivant les lignes, mais en se basant sur la ligne du pivot. Donc c'est la ligne de pivot qui va servir comme base pour éliminer évidemment les autres valeurs et les transformer en 0. Alors, je rappelle les opérations élémentaires suivant les lignes. On peut les résumer en 3 types d'opérations. On va les voir ici si vous voulez. Pardon, je vais les résumer. Donc, le fait, par exemple, d'échanger déjà 2 lignes d'une matrice, c'est ce qu'on appelle une opération élémentaire suivant les lignes. Le fait de multiplier une ligne par un scalaire non nul, c'est une opération élémentaire. Et le fait d'ajouter à une ligne une autre ligne pré-multipliée par un scalaire non nul, c'est aussi une opération élémentaire. Et vous aviez vu en cours d'algèbre linéaire que toutes ces opérations, en fait, ne changent rien, je dirais, la notion du rang d'une matrice. Hein. Le rang d'une matrice est équivalent au rang aussi de la matrice correspondante une fois qu'on a appliqué un certain nombre, par exemple, d'opérations élémentaires. Donc ici, c'est la dernière, surtout la dernière opération dont je viens de parler, c'est-à-dire le fait d'ajouter à une ligne une autre ligne pré-multipliée par un scalaire, qui va être utilisée pour transformer la colonne du pivot en une colonne unité. Donc, les opérations qu'on va dérouler sur notre tableau peuvent être résumées ainsi. Donc, j'ai mis une notation prime. Donc, la nouvelle ligne qui va correspondre à la ligne de pivot, ça sera l'ancienne ligne divisée par 3, parce qu'on a dit qu'il faut diviser toute la ligne de pivot par 3 pour faire apparaître un 1 au niveau du pivot. Ensuite, on va se baser donc sur cette nouvelle ligne pour annuler les éléments qui sont sur la colonne du pivot. Donc là où il y a 3, je vais multiplier donc, par exemple pour L1, la ligne du pivot par moins 3 et j'ajoute à L1 pour avoir la nouvelle ligne L'1. Là où il y a 1, donc je vais tout simplement retrancher, L2 moins L'3. Et là où il y a 120, pardon, là c'est la dernière ligne, je vais pré-multiplier la ligne du pivot par moins 120 que je rajoute à l'ancienne ligne pour avoir la nouvelle ligne du tableau. Donc, si vous effectuez ces différentes opérations, votre ancien tableau se transformera tout simplement en ce nouveau tableau. Donc, remarquons bien, vous voyez là, nous avons le 1, déjà, le pivot, et nous avons que des zéros. Donc, le fait d'avoir appliqué les différentes opérations précédentes nous donne ces nouveaux coefficients. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau tableau? Le nouveau tableau résume toujours la nouvelle solution. Et donc, sa lecture est simple. On regarde les variables qui sont au niveau de la première colonne. Ce sont des variables de base. Donc, E1 est égal à 420, E2 est égal à 50 et Y égal à 300. Le reste des variables qui ne figurent pas ici, par exemple ici X et E3,
sont des variables hors base, ça veut dire qu'ils sont nuls. L'autre remarque, c'est la valeur. Vous voyez là, on est passé de 0 à moins 36 000 et c'est pourquoi j'ai dit c'est la valeur de moins z. Donc en fait, la vraie valeur de z, c'est la valeur absolue, c'est 36 000. Donc là, on est passé de 0 à 36 000. Vous voyez bien qu'on a amélioré la solution optimale. Et je répète encore une fois, la colonne de la nouvelle variable entrante est devenue une colonne unité. Donc, les colonnes des variables de base, E1, E2, Y, forment bien une matrice, une sorte de matrice unité où il n'y a que des zéros, et sauf un élément qui est unitaire, qui est égal à 1. Voilà, donc, la nouvelle solution optimale. Maintenant, la question, c'est est-ce que la solution obtenue est optimale? Là, rappelez-vous, au niveau de la méthode algébrique, on avait utilisé la démarche suivante. On exprimait au fur et à mesure la fonction économique en fonction des seules variables hors base et on regardait s'il y avait toujours une possibilité d'améliorer z en faisant passer l'une de ces variables hors base en une variable hors base, en une variable de base. Alors ce critère-là, on peut le résumer en un troisième critère, ce que je vais appeler le critère d'arrêt, c'est-à-dire quand est-ce qu'on doit arrêter les itérations simplexes, donc les transformations de tableau. Donc là, c'est très simple. Il suffit de regarder au niveau de la dernière ligne de l'objectif, la ligne Z, et de regarder les signes des valeurs figurant sur cette ligne. Si tous les coefficients sont négatifs ou nuls, alors on ne peut plus améliorer la valeur de l'objectif. Ça veut dire que une solution optimale a été atteinte. Et en général, c'est la solution correspondant au dernier tableau obtenu. Donc, si on regarde ici dans notre cas, les valeurs qui figurent sur la dernière ligne, c'est 20, 0, 0, 0 et moins 40. Donc, on voit bien qu'il y a encore une valeur qui est strictement positive. Donc, ça veut dire qu'il y a encore possibilité d'améliorer la valeur de l'objectif. Et donc, on va réitérer le processus, c'est-à-dire qu'on va engager une nouvelle itération de simplex, choix d'une variable entrante, calcul d'une variable sortante et opération de pivotage. Donc, dans notre cas, comme je viens de le dire, 20, c'est un nombre positif et fait partie de la ligne Z. Donc, la solution est toujours améliorable, moyennant une nouvelle itération. Et donc là, la même chose. On voit bien que la l'unique variable entrante cette fois-ci, c'est la variable x. C'est elle qui correspond au coefficient 20. Ensuite, on fait les rapports membre à membre entre la dernière colonne et les coefficients de la colonne de la variable entrante. Donc ici, c'est 420 divisé par 2, 50 divisé par 1 tiers, 300 divisé par 2 tiers. On voit bien que le plus petit rapport, c'est 150, et ça correspond à quelle variable? Ça correspond à la variable E2. Donc E2, c'est une variable, c'est la nouvelle variable sortante. L'intersection de la colonne de la variable entrante x et de la ligne de la variable sortante E2 forme ce que j'appelle le pivot. Donc le pivot ici, il est égal à 1 tiers. Et donc on doit faire maintenant l'opération de pivotage moyennant les différentes opérations élémentaires suivant les lignes de notre tableau. Donc on voit bien ici que le pivot est égal à 1 tiers. Ça veut dire qu'il faut multiplier la ligne de pivot par 3. 3 fois 1 tiers, ça nous permet d'avoir un 1. Et donc une fois qu'on a obtenu un 1, bien sûr il faut multiplier toute la ligne par 3. On va annuler les valeurs qui sont sur la colonne, c'est-à-dire le 2, les 2 tiers et 20. Et tout ça en utilisant les opérations élémentaires, mais en se basant sur la nouvelle ligne de pivot où figure l'élément 1. Alors, si j'appelle là aussi L1, L2, L3, L4 les lignes de mon tableau, donc L2 va se transformer en une nouvelle ligne L'2 que je vais multiplier ici par 3, et après, évidemment, à chaque fois, je multiplie par le coefficient précédé de signe moins, et j'ajoute la ligne donc du pivot prémultiplié par ce coefficient aux différentes lignes pour annuler les différents termes de la colonne de la variable ici entrante, la variable x.
ce qui nous permet, évidemment, moyennant ces opérations-là, comme je viens de dire, donc je dois multiplier 3 la ligne 2 pour avoir la nouvelle ligne L'2, et je vais utiliser cette nouvelle expression de la ligne du pivot L'2 pour annuler, évidemment, les termes qui sont sur la colonne du pivot. Donc je vais multiplier par moins 2 et j'ajoute à L1 pour la nouvelle ligne L'1. Je multiplie par moins 2 tiers la ligne du pivot que j'ajoute à la ligne L3 pour avoir la nouvelle ligne L'3. Et la même chose pour au niveau de la dernière ligne Z, je multiplie par moins 20 que j'ajoute à la quatrième ligne pour avoir la nouvelle ligne notée ici L'4. On obtient donc le tableau suivant. Et donc, on voit encore une fois que, vous voyez, la colonne de la variable entrante est devenue une colonne unitaire. 0, 1, 0, 0. Donc, la variable, évidemment, x qui était variable entrante, vous voyez, elle a pris la place de la variable sortante qui est la variable E2. Et donc, les nouvelles variables de base sont E1, X, Y, avec comme valeur respective 120, 150, 200. Et on voit bien que la valeur, encore une fois, en prenant la valeur absolue ici, c'est 39 000. On est passé de 36 000 à 39 000. Donc, on a bien amélioré notre fonction économique, la fonction grand Z. Voilà. Donc, on vient de terminer la nouvelle itération. Donc, on obtient la nouvelle solution améliorante. Et la même question, est-ce que la solution est optimale? J'applique le critère d'arrêt. Tous les éléments ici de la ligne Z sont négatifs ou nuls, 0, 0, 0, moins 60, moins 20. Donc, d'après le critère d'arrêt, on doit mettre fin aux itérations simplexes. Ça veut dire que la solution correspondant à ce tableau-là est une solution optimale. Et cette solution optimale, c'est quoi? C'est x égale 150, y égale à 200, et évidemment E1 pour les variables d'écart égale à 120. Les variables E2 et E3, qui sont des variables hors base, sont des variables nulles. Voilà la solution optimale. Donc, c'est exactement la même solution obtenue lors de la méthode algébrique. X égale à 150, Y égale à 200, et Z optimale égale à 39 000. Donc, X, Y sont les variables principales, les variables de décision. Alors, pour les variables d'écart, je rappelle encore une fois la signification et l'interprétation de leur valeur. Pour ce qui est de la variable d'écart E1, qui est égale à 120 dans le dernier tableau, ça, on avait dit que ça veut dire que la première contrainte correspondant au programme linéaire n'est pas saturée. Ça veut dire en substituant les valeurs de 150 et 200 dans la contrainte, l'inégalité est toujours de mise. Si vous mettez x et y dans la première contrainte, c'est-à-dire 4 fois 150 plus 3 fois 200, on obtient 1200. 1200 alors que le second membre, c'est 1320. Donc, vous voyez, c'est strictement inférieur. Si vous faites la différence entre les deux, vous tombez exactement sur la valeur de la variable d'écart. Par contre, les variables E2 et E3 sont nulles. Ça veut dire que les contraintes, au contraire, sont saturées par la solution trouvée. D'ailleurs, si vous remplacez dans l'expression des contraintes, 150 plus 200x plus y, donc on voit que c'est égal à 350, et 2x plus 3y, 2 fois 150 plus 3 fois 200, on voit que c'est égal à 900. Les inégalités, au contraire, sont devenues des égalités. Ça veut dire que les contraintes sont bien saturées par la solution optimale. Donc, voilà. Donc, comment on résume les calculs, les différents calculs moyennant ces tableaux simplex. Donc, c'est la démarche, comme j'avais dit, qui est la plus utilisée surtout au niveau pratique, c'est-à-dire la démarche qui est, par exemple, programmée au niveau des machines. Maintenant, on va dire un petit mot pour conclure ce chapitre. Quelques remarques. D'abord, la remarque dont j'ai déjà parlé, c'est le nombre qui se trouve à l'intersection de la dernière ligne et de la colonne R, la dernière colonne, et que j'ai dit qu'il contient la valeur de Z, mais en fait, il contient la valeur de moins Z, c'est-à-dire, et ça c'est dû à la manière justement d'annuler les termes qui sont à chaque fois sur la colonne de pivot. Donc, il faut tenir compte de la valeur absolue. Le signe moins n'a aucune signification ici puisque Z doit être positif.
Z vaut bien 39 000 dans notre cas pour X égale à 150 et Y égale à 200. Alors, le nombre pivot n'est pas nul. Donc, si le nombre pivot n'est pas nul, on peut des fois économiser en termes de calcul. Donc, si vous avez un 0 sur la ligne de pivot, la colonne qui contient ce 0 peut être reportée automatiquement dans le nouveau tableau. Donc, c'est pas la peine de faire des calculs, par exemple, par les opérations élémentaires. La même chose si vous avez un 0 sur la colonne du pivot. Donc là aussi, vous n'avez pas besoin de faire un calcul, parce que vous cherchez à annuler les éléments qui sont sur la colonne du pivot. S'il y a déjà des zéros, ça fait des calculs en moins. Donc, on gagne du temps en termes d'opérations élémentaires. Ensuite, une dernière remarque un peu particulière, mais qui correspond à des situations aussi qu'on rencontre très peu, c'est quand on tombe sur une valeur nulle au niveau de la colonne, la dernière colonne des tableaux, la colonne que j'ai intitulée R. Donc nous, quand on cherchait la variable sortante, rappelez-vous, il fallait diviser chaque élément de la colonne que nous avons intitulée R par l'élément correspondant sur la même ligne de la colonne pivot. Et on retenait le plus petit rapport strictement positif. Alors ce qui se trouve, c'est que on peut tomber des fois sur un 0 sur cette colonne, et donc 0 sur une valeur positive, ça va vous donner 0, et 0 n'est pas strictement positif. Et donc, vous voyez, ça nous bloque, ça ne nous permet pas de continuer les calculs. Donc, une idée ici, c'est tout simplement de remplacer, par exemple, ce 0 par un élément infinitésimal, que les mathématiciens appellent des fois epsilon, et de continuer vos calculs avec ce epsilon. Donc, vous allez trimballer en quelque sorte le epsilon de vos calculs jusqu'au dernier tableau. Donc, une fois que vous arrivez au dernier tableau optimal, là, il suffit de substituer à epsilon sa valeur nulle, et c'est juste donc une façon donc de pouvoir continuer les itérations simplex. Voilà donc quelques remarques concernant cette manière d'utiliser donc les tableaux pour résoudre un programme linéaire d'ordre général. Donc on est arrivé à terme, je dirais, de la présentation de cette technique simplex. Maintenant, je vais revenir quand même dans une future séquence sur la solution d'amorçage des calculs, c'est-à-dire cette solution qu'on appelait la solution de base initiale, qui est importante pour démarrer les itérations simplex. Donc jusque-là, dans notre cas, le problème de maximisation, on avait dit que la solution évidente, c'est de partir carrément de l'origine, d'annuler toutes les variables de décision. Et comme les valeurs des seconds membres en général sont positifs, on les affecte aux variables d'écart, ce qui nous permet donc d'amorcer nos calculs. Mais il se trouve que cette solution, des fois, n'est pas valable. Et donc, il faut trouver un autre moyen pour calculer une solution initiale réalisable pour pouvoir continuer les calculs et atteindre l'objectif. Donc, ça fera l'objet d'une séquence prochaine. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne continuation.